Bonsoir chers téléspectateurs de la télévision rwandaise, heureux de vous retrouver une fois de plus pour un nouveau numéro de Majuscule Propos. Ce soir, nous allons parler du génocide perpétré contre les Tutsis. Mais ce génocide, 26 ans après, ce génocide fait face également à un négationnisme qui a plusieurs formes. Nous allons savoir avec nos invités de la soirée qui sont les visages derrière ce négationnisme, qu'est-ce qu'on appelle ce négationnisme, mais surtout, qui sont ces groupes qu'on retrouve un peu partout, mais surtout, où est l'intérêt et surtout l'agenda de ces groupes. Pour en savoir, nous serons avec différentes personnes qui vont nous partager leurs connaissances par rapport à ce sujet. Dans ce studio, je suis avec Alain Ngirinchuti. Il est ancien vice-président de Ibuka France. Bonsoir Alain. Bonsoir. Et tout à l'heure, nous serons rejoints par d'autres invités qui vont également nous partager leurs connaissances par rapport à ce sujet. Alain, peut-être pour entrer dans le vif du sujet, 26 ans après le génocide perpétré contre les Tutsis, Alain, le génocide, on l'a laissé derrière, les traumatismes et les cicatrices essayent tant bien que mal à se cicatriser. Mais tout de même, aujourd'hui, le négationnisme, voire également le révisionnisme, c'est monnaie courante aujourd'hui quand on parle du génocide perpétré contre les Tutsis. Toi qui as vécu longtemps en France, peut-être pour nous dire un peu, quelle est l'ampleur aujourd'hui du négationnisme par rapport à la mémoire de ces génocides? Merci. Bien. Comme vous venez de le dire, effectivement, les cicatrices peinent à se cicatriser, que le négationnisme est là. En réalité, le négationnisme prend ses sources en même temps que le crime du génocide lui-même. Il va naître dans l'esprit de celui qui planifie le génocide en même temps. J'y reviendrai. Mais moi, personnellement, j'ai découvert le négationnisme, le mot négationnisme et l'existence du négationnisme en France. Je suis parti au lendemain, j'ai quitté le pays, le Rwanda, quelques années un peu plus tard après le génocide. J'étais très très loin d'imaginer qu'il y avait la négation de ce génocide, parce que je sortais des décombres de ce génocide. Donc je découvre ce négationnisme à travers un livre qui a été écrit par un certain Charles Onana. Et donc, en lisant ce livre, je me demandais de quelle histoire on parle, de quel pays on parle, parle-t-on du Rwanda, est-ce mon histoire dont on est en train de parler. Important de peut-être rappeler qui est Charles Onana, qui n'est pas rwandais. Charles Onana, c'est pas un Rwandais, c'est un journaliste, écrivain franco-camerounais, qui a fait sa spécialité dans le négationnisme du génocide des Tutsis. Il n'écrit que sur ça, la négation du génocide des Tutsis, et notamment nier le rôle de la France dans le génocide contre les Tutsis. Selon vous, nous parlions de Charles Onana. Normalement, on a d'une part le génocide a ses responsables, ses planificateurs qui ont également mis en exécution ce génocide. Peut-être quelqu'un peut se dire, c'est tout à fait normal peut-être dans la recherche de vouloir peut-être laver sa conscience, renier un fait, que ce soit un génocide ou un autre crime. On cherche à laver sa conscience quand on est directement responsable de ces faits. Mais vous venez de citer le nom de Charles Onana. Il n'est pas rwandais, il n'a pas une histoire directement liée au génocide perpétré contre les Tutsis. On se dit, qu'est-ce qui motive les gens qui n'ont rien à voir avec le Rwanda et surtout qui n'ont rien à voir avec l'histoire du génocide à pouvoir plonger dans le négationnisme? Bien. Je reviens un petit peu en arrière sur l'émission qu'on a eue ensemble le week-end dernier. On a vu à quel point c'était
très difficile pour la communauté internationale de reconnaître, d'utiliser le mot génocide en ce qui concerne les massacres qui se commettaient ici en 1994. Différentes analyses nous ont montré que la simple raison qui a motivé le refus d'utiliser le vocable, notamment pour les États-Unis, l'expression génocide, c'était pour éviter effectivement, si on qualifiait ces massacres de génocide, qu'ils soient obligés d'intervenir, puisque la Convention des Nations Unies de lutte contre le génocide exigeait dans ces moments-là qu'il faut intervenir immédiatement dès lors qu'il y a une situation de génocide. Maintenant, s'agissant des auteurs même du génocide, effectivement, on comprend absolument qu'ils ont tout intérêt à nier les faits. Ils nient les faits même avant la commission des faits qu'ils vont commettre. J'y reviendrai dans les explications un peu plus tard. Mais pour des gens comme Charles Onana, la question elle est légitime. On peut se demander effectivement pourquoi une personne qui est très éloignée de la question se fait le chantre de la négation du génocide contre les Tutsis. Mais en réalité, Charles Onana, c'est un ami très proche des milliers génocidaires. La plupart de ses amis rwandais dont il nous parle, ce sont ceux-mêmes qui ont commis le génocide. Il est très proche du cercle turquoise, l'association turquoise. Donc, on soupçonne très fortement qu'il est au service de ce cercle-là des criminels, des génocidaires, et le cercle de l'association turquoise. Ce qui expliquerait effectivement son engagement sur laquelle il est allé même à faire une thèse sur la question. Peut-être on va comprendre également son rapprochement avec ces milieux, peut-être avec ces gens. On nous dit que sur Skype, il y a également d'autres invités qui sont avec nous ce soir. Nous sommes avec Alain Gauthier, qui est du collectif des partis civils pour le Rwanda. Nous sommes également avec Jean-Jacques Dupaquier. Bonsoir tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. On va commencer par Dupaquier. Dupaquier, vous qui êtes, je rappelle, vous êtes historien, essayiste et également journaliste, donc grand reporter. Vous avez suivi un peu le début de notre discussion de la soirée. Jean-Jacques Dupaquier, vous qui êtes notamment sur le continent européen où vous avez écrit sur le Rwanda. On parlait de 26 ans qui viennent de s'écouler du génocide perpétré contre les Tutsis, mais aujourd'hui, l'un des défis auxquels les gens font face, que ce soit le Rwanda ou principalement les rescapés du génocide ou ceux-là qui reconnaissent ce génocide contre les Tutsis, c'est la négation, le négationnisme de ce génocide. Est-ce que si les Nations Unies, si les pays, les grandes puissances reconnaissent ce génocide, pourquoi aujourd'hui, qu'est-ce qui motive les groupes ou les individus qui aujourd'hui qui se font chantres, pour reprendre les mots de Alain, chantres de ce négationnisme? Bonsoir, Elvis Apiti. D'abord, j'ai une pensée pour toutes les personnes qui ont souffert du génocide et qui souffrent aujourd'hui de ne pas pouvoir l'exprimer publiquement, contraintes par l'épidémie de coronavirus à rester chez elles, d'abord au Rwanda, mais aussi dans tous les pays où on trouve des rescapés et on trouve des familles des victimes, et c'est très douloureux, je le sais, pour eux. Ce qu'a dit l'orateur précédent, Alain Guerinchouti, est tout à fait exact. Le négationnisme du génocide des Tutsis, c'est d'abord le visage d'une idéologie. C'est l'idéologie du génocide, c'est-à-dire l'idéologie de gens pour qui tout ce qui compte, c'est d'exterminer les Tutsis jusqu'au dernier. Le négationnisme, ça a consisté d'abord à dissimuler le projet génocidaire avant qu'il soit perpétré. Ensuite, ça a consisté à cacher qu'il avait lieu pendant le génocide. Et puis, depuis le génocide, à essayer de dissimuler la vérité dans le but de poursuivre ce génocide et donc de recommencer. C'est bien pourquoi le négationnisme est si grave. Et malheureusement, il trouve un écho dans les opinions publiques du monde entier, parce que dans le monde des réseaux sociaux, il a trouvé une nouvelle vigueur. Le négationnisme du génocide des Arméniens ou le négationnisme du génocide des Juifs
avait donné lieu à une petite littérature plus ou moins clandestine dans quelques officines ou quelques librairies malfamées, alors que cette fois, nous avons un média international, Internet, qui donne une énorme résonance au négationnisme, d'abord parce que ça ne coûte pas très cher de diffuser les messages par ce biais, et ensuite parce que l'opinion publique internationale a tendance à être perméable à tout ce qui est conspirationnisme. On sait, parce que des études d'opinion ont été faites, que le public, en général, dans à peu près tous les pays du monde, est sensible à l'idée qu'on est victime de conspiration, que les classes politiques ne disent pas la vérité, qu'il y a des grands intérêts occultes derrière tous les enjeux du monde. Et bien évidemment, les négationnistes se sont engouffrés dans cette brèche pour expliquer que finalement les victimes étaient des bourreaux, les bourreaux étaient des victimes, et en ce qui concerne le cas du génocide commis contre les Tutsis du Rwanda, que derrière les véritables auteurs qui seraient le Front patriotique, il y avait des intérêts considérables, américains, anglo-saxons, israéliens, etc. Et les gens qui sont mal informés ou qui croient pouvoir piocher les informations par-ci, par-là sur Internet ont tendance à croire ce genre de légende parce que ça apparaît crédible et puis ils ont l'impression de découvrir des secrets et de participer à la révélation de secrets. Oui, justement, parlant, vous faites un peu également de l'histoire de ce qu'a été les événements qui ont conduit au génocide et surtout différentes implications de ce génocide. Peut-être pour citer un des gens qui ont travaillé sur l'histoire du Rwanda, mais également sur la région des Grands Lacs de manière globale. Là, je vais citer la reconnaissance. Nous parlons du négationnisme, mais il y a également la reconnaissance du génocide perpétré contre les Tutsis. Ça n'a pas été une reconnaissance acquise ou ça n'a pas été reconnu en tant que tel au lendemain du génocide ou même pendant le génocide. Ça a pris longtemps quand même pour que les organisations internationales et même certaines puissances puissent reconnaître, disons, appeler les choses tels qu'on doit les appeler. Sûr. Pour des rescapés comme Alain Ngirine-Chouti, c'est l'évidence immédiate. Il a été témoin, il a souffert, il a été blessé dans son corps et dans son âme, et des centaines de milliers de personnes, dans ce cas, n'imaginent même pas qu'on puisse contester ce qu'ils ont vécu et qui est brûlant dans leur mémoire. Mais en règle générale, ceux qui ne sont pas directement impliqués, si je prends l'exemple du génocide des Juifs, eh bien, ils ont l'impression qu'ils ont d'autres malheurs. Par exemple, après la libération des camps et le retour des quelques rescapés des camps d'extermination, en Occident, on n'avait pas très envie d'entendre parler de ce discours des rescapés. Tout le monde se sentait un petit peu victime de l'occupation allemande, de la faim, de différentes souffrances, des bombardements, etc. Et c'est venu peu à peu. Il a fallu en réalité une sorte de maturation pour que la vérité prenne une sorte de consistance. Et on sait que pour la Shoah, ce qui a été l'élément dominant, ça a été le procès Eichmann en 1961, où tout à coup on a vu un véritable bourreau, qui a plus ou moins reconnu ses crimes, ou en tout cas qui a été confronté à l'évidence de ses crimes. Et ça a réveillé les opinions publiques occidentales. Tout d'un coup, tout ceci a pris consistance. Il y avait aussi le formidable pouvoir de la télévision qui permettait de suivre pratiquement en direct pour des millions de téléspectateurs de par le monde ce procès retentissant. La pédagogie du procès, elle avait été faite bien sûr à Nuremberg juste après la capitulation allemande en 1946, 47 et 48, mais bon, les souffrances en Europe étaient encore telles après la Seconde Guerre mondiale que les gens n'y ont pas prêté peut-être suffisamment d'attention, mais par contre, le procès Eichmann, 16 ans plus tard, a eu un énorme retentissement et on aurait pu espérer que les procès devant le tribunal pénal international pour le Rwanda à Arusha
permettent cette pédagogie à la fois de l'intelligence de l'histoire et de la compréhension de la souffrance, qui n'a pas toujours été le cas, puisque malheureusement, ce tribunal a donné une énorme place au discours négationniste. Alain Gauthier, vous qui êtes du collectif des partis civils pour le Rwanda, vous avez toujours dit que le travail que vous faites sur terrain, notamment pour amener devant la justice certains responsables du génocide perpétré contre les Tutsis, qui sont notamment en France, mais et aussi ailleurs sur les continents européens, c'est ce parcours ou le travail que vous faites, ça a toujours été entravé par la reconnaissance même du génocide par le grand public. Donc, le génocide perpétré contre les Tutsis n'a pas été aussi médiatisé en France pour que l'opinion publique aussi comprenne la teneur ou même l'ampleur de cette catastrophe humaine. Oui, c'est vrai, mais si vous voulez, c'est pas tellement le fait que le génocide n'ait pas été médiatisé. Il l'a été, parfois il a été très mal médiatisé, puisque certains éléments de la presse française ont complètement désinformé, notamment en plein pendant le génocide. Donc le travail que l'on fait au sein du collectif des partis civils, je dirais qu'il est un petit peu indépendant de tout ce mouvement négationniste que l'on trouve en France, mais on le retrouve, je dirais même, à l'intérieur des procès, au moment des procès. Il faut voir d'abord, bien sûr, les personnes qui sont poursuivies en justice nient complètement, pas forcément le génocide pour certains, mais en tout cas leur propre participation. D'autres ont beaucoup de mal à le reconnaître. Je me souviens par exemple que lors du premier procès pour génocide aux Assises de Paris, Simbi Kangwa, qui était réfugié à Mayotte, a dit qu'il avait appris l'existence d'un génocide, et il l'a dit en plein procès, en lisant le livre de Ruzibiza. Donc vous voyez que là aussi, on a évoqué tout à l'heure la négation de la part de ceux qui ont commis le génocide, et il est bien évident que leur intérêt à eux, c'est de le nier. Vous avez dit tout à l'heure que, en parlant d'Onana, qui est ici un grand chantre du négationnisme en France, vous avez dit que pourquoi il s'intéresse au génocide alors qu'il est franco-rwandais, qu'il n'a rien à voir avec le Rwanda. Alors je crois qu'il faut se méfier un petit peu de cette expression parce que on m'a reproché à moi-même le travail que nous faisions au collectif en me disant mais pourquoi Gauthier s'intéresse au génocide des Tutsis alors que son père et sa mère ne sont pas morts pendant le génocide. Donc vous voyez que ça aussi c'est des réflexions qui sont blessantes, pas pour nous, pas pour moi, mais surtout pour les victimes. Le génocide est un crime contre l'humanité et un génocide concerne tout le monde. Je comprends bien. Peut-être, Alain, avant peut-être de revenir à Alain Gauthier, vous êtes arrivé en France quelques années après le génocide perpétré contre les Tutsis, dont vous êtes rescapé. Lorsque vous arrivez dans un pays comme la France, un pays de liberté, en tout cas, qui dit, en tout cas, prôner les valeurs de la démocratie, liberté et autres, vous arrivez avec les médias et tout ce qui est là derrière, la classe politique, qui raconte une histoire tout à fait différente de celle que vous avez vécue personnellement, d'une manière individuelle d'abord, avant d'aller voir ça de manière globale. Qu'est-ce qui vous passe par la tête? Comment est-ce que vous réalisez ce qui est en train d'être dit en France, ce pays qui vous accueille à cette époque? À l'époque, je me rappelle très bien, quand je découvre le négationnisme, je suis jeune, je suis à l'université, je suis en première année, et je suis dans mon âge de révolte de façon globale. Hein. Mais en particulier, j'étais quand même aussi révolté par mon histoire personnelle. Et tombé sur la négation même de ce que je suis finalement, de ce que je suis devenu, de l'histoire que je viens de vivre. J'avais pas de qualificatif.
Je me rappelle quand je lisais ce livre, j'avais vraiment une envie de m'arracher les cheveux. C'était ça le mot. Et ce livre-là, je dirais en quelque sorte aussi qu'il m'a beaucoup aidé, parce qu'il sera le déclencheur de mon engagement pour informer l'opinion publique française de ce qui s'est passé réellement ici. Justement, c'est ce que je voulais savoir. Donc, ça vous a révolté, vous êtes dit, je dois être porteur d'un message que cette société ne comprend pas, ou un message, une vérité que cette société doit connaître. Et vous vous êtes dit, quel devait être le canal idéal pour passer le message de votre histoire personnelle, mais également l'histoire de toute une nation? Le canal privilégié était simple. Je suis là avec mon histoire. Je suis un peu le témoignage vivant. Donc je vais aller dans des écoles. Je vais aller dans des écoles, des lycées, des universités, pour rencontrer les jeunes, les plus jeunes que moi, pour leur expliquer ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, la jeunesse, elle est très facilement, notamment dans un pays qui n'a pas connu ça, parce qu'on parle de la France, très très loin du Rwanda, c'est très facile pour les jeunes de gober tous au discours négationniste, parce que l'histoire est très lointaine pour eux. Je vais peut-être revenir un peu à Jean-François Dupaquier, si vous êtes là. Dupaquier, tout à l'heure, là, j'allais vous dire qu'il y a un des auteurs qui ont travaillé sur la région des Grands Lacs. Il s'agit de Chrétien, que vous connaissez très bien. Lui, il parle des faits qui se sont déroulés au Rwanda, notamment les génocides perpétrés contre les Tutsis, le Rwanda a souffert d'être une petite nation, un petit pays, sans intérêt. Alors, il n'y avait aucun intérêt vraiment d'en parler et d'aller de fond en comble sur l'histoire de ce pays, et surtout mettre à nu les responsables de ce qui s'est passé en 1994, que ce soit les Rwandais et même les acteurs externes. Jean-Pierre Chrétien, avec Marcel Kabanda, ont publié un livre essentiel qui s'appelle Racisme et génocide, l'idéologie hamitique, dans lequel il montre tous les fantasmes qui ont été projetés par les premiers intervenants européens au Rwanda, qu'il s'agisse de militaires allemands ou de missionnaires pères blancs généralement français, et qui étaient très influencés par les théories des races qui s'étaient propagées en Europe au XIXe siècle. Et donc, le départ, malheureusement, de cette tragédie est là, dans cette confrontation entre des idéologues européens qui cherchent absolument à démontrer des théories racistes et puis une réalité qui était beaucoup plus subtile que ce qu'ils prétendaient. Je crois que c'est un livre absolument fondamental pour comprendre toute cette histoire. Alors, il est vrai qu'en 1995, nous avons publié, nous étions une équipe de 4 intervenants, sous la direction de Jean-Pierre Chrétien, avec Marcel Kabanda et moi-même, sur l'idéologie du génocide, c'est-à-dire quelle était toute cette propagande qui avait préparé le génocide. C'était frappant d'analyser les discours des enregistrements qu'on avait retrouvés de la RTLM, ou bien les articles non seulement de Kangoura, mais de toute une série de journaux extrémistes comme La Médaille, Nima Chibili, etc. Et on voyait bien que ce génocide était préparé, programmé par l'idéologie. L'aspect idéologique du génocide, c'est quelque chose de fondamental. Les mots pour tuer étaient présents, ils ont été construits, il y a eu un discours radical qui préparait l'opinion publique, aussi bien les tueurs à tuer que, en quelque sorte aussi, les victimes à subir. Ce livre, Les médias du génocide, qui est donc paru un peu plus d'1 an après le génocide, a beaucoup choqué, bien sûr, les génocidaires, parce que il y avait l'évidence. Là, on ne pouvait pas dire que c'était des témoignages plus ou moins discutables, c'était la réalité des articles publiés, la réalité des émissions de la RTLM enregistrées. En ce sens, on voyait aussi les fondements du négationnisme, parce que, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, le négationnisme, c'est le visage de l'idéologie du génocide. Et ce visage, il était absolument criant de violence et de volonté de tuer dans toutes ces années qui ont précédé 1994.
Alain Gauthier, aujourd'hui en France, on a, sur le plan en tout cas de la justice, ou en tout cas de la loi, on a une loi très claire sur une peine réservée pour les gens qui nient le génocide perpétré contre les Tutsis. Vous vous dites que avoir une loi, c'est une chose, son application va toujours avec. Il ne suffit pas qu'il y ait une loi dans un pays pour qu'elle soit appliquée. Tout récemment encore, des humoristes ont cru faire l'intéressant en faisant des sketchs qui ont déclenché l'hilarité des journalistes qui l'accompagnaient. Et la loi existe aujourd'hui. Lutter contre le négationnisme est une lutte continuelle et je crois que ça n'aura pas de cesse. Et pour nous, au collectif des partis civils pour le Rwanda, on pense que les procès pour génocide qui ont eu lieu et ceux qui devraient encore avoir lieu dans les mois et les années à venir sont précisément des occasions non seulement de condamner les tueurs, mais aussi de lutter contre les tenants du négationnisme qui viennent eux-mêmes témoigner à la demande de la défense, qui viennent témoigner en faveur des tueurs. Vous savez, même des personnalités comme André Guichaoua, et là je fais allusion surtout à la lutte qui oppose les spécialistes pour savoir quand le génocide des Tutsis a commencé. Le fait de dire, comme le fait Guichaoua, que le génocide n'a commencé qu'à partir du moment où le gouvernement intérimaire s'est réfugié à Gitarama, eh bien, c'est une façon de nier la réalité, puisqu'on sait que le génocide était en germe, était en préparation depuis de nombreuses années. Donc, nous, on pense que permettre que la justice condamne des génocidaires, c'est un travail pour la mémoire, mais en même temps un travail contre le négationnisme et contre le révisionnisme. Alors, Alain Dirinchuti, vous avez été vice-président de Ibuka France. Vous vous dites que le travail que vous avez fait a porté des fruits sur terrain 26 ans après, lorsque aujourd'hui vous êtes au Rwanda, mais vous êtes resté en contact avec les gens qui sont sur place en France et un peu ailleurs en Europe. Vous vous dites que il y a quelque chose qui a changé dans le discours politique, ou il y a quelque chose qui a changé dans la société occidentale ou principalement en France. Il y a quelque chose qui a changé? Je dirais qu'on n'est qu'au début de notre lutte. On est encore très loin parce que quand vous écoutez, vous entendez ce qui se dit dans les médias aujourd'hui, la légèreté par les journalistes que je dirais coupable. Dès lors qu'il s'agit des sujets, graves soient-ils, qui concernent l'Afrique, on n'y accorde pas la même rigueur scientifique et journalistique que le même sujet qui se serait commis sur le continent européen. Donc le travail est très très long. Je pense qu'on est au début de notre lutte, mais en même temps, il faut quand même saluer les efforts qui ont été faits. Sur le plan politique, je pense que le discours a changé. On est très loin des années 2000, où on avait quasi un négationnisme d'État. Vous aviez des responsables politiques qui parlaient de massacres interethniques, ou qui parlaient de double génocide. Aujourd'hui, le discours a complètement changé. Le discours politique, du moins par certains hommes politiques, et notamment le président de la République française Emmanuel Macron, il est clair, c'est le génocide commis contre les Tutsis. Déjà, l'expression est claire et nette. Et il n'y a pas d'ambiguïté. Vous avez des personnalités politiques comme la maire de Paris, Madame Hidalgo, qui d'ailleurs
Via elle, la mairie de Paris est partenaire d'Ibuka et nous a accordé 2 monuments en mémoire des victimes du génocide des Tutsis, qui aident par là même de lutter contre le négationnisme. Donc le discours de certains hommes politiques est clair. Vous parlez de certains hommes et femmes politiques. Ce sont des cas, des individus que vous citez, mais on parle de tout un système politique. Est-ce que... Oui, quand même. Je veux dire, quand le discours sort de la bouche d'un président de la République, c'est toute une nation qui est engagée, c'est l'État qui est engagé. Je rappelle quand même que, comme vous l'avez souligné, maintenant en France, il y a une loi qui réprime la négation de tous les génocides. Ce n'est pas le génocide des Tutsis en particulier, mais ce sont tous les génocides qui sont reconnus par la France et la communauté internationale. Mais vous avez également, l'année dernière, Emmanuel Macron a déclaré le 7 avril, journée nationale dédiée en mémoire des victimes du génocide des Tutsis. Donc quand même, il y a un changement notable. On peut le considérer. D'ailleurs, je trouve que la France devrait saisir l'occasion, en ayant décrété cette journée-là, mettre beaucoup d'efforts pour lutter contre le négationnisme sur le sol français. On ne peut pas avoir une journée qui reconnaît le génocide des Tutsis en France et tolérer qu'il y ait quand même des discours négationnistes. Alors, Monsieur Dupaquier, si vous nous suivez, on cite l'exemple d'Emmanuel Macron. C'est un homme politique, mais nous savons que, justement, lorsqu'on parle de l'histoire du Rwanda avec le génocide perpétré contre les Tutsis, il y a également certains hommes politiques, notamment en France, qui, de près ou de loin, ont été en relation avec les responsables du génocide. Aujourd'hui, 26 ans après, on a des discours positifs. On parle d'Emmanuel Macron et d'autres acteurs politiques en France. Est-ce que ça suffit pour que l'influence que les anciennes têtes qu'on retrouvait à l'Élysée et même ailleurs dans les instances de prise de décision puisse diminuer et enfin mettre à nu cette vérité? Malheureusement, vous le savez, nous avons une personne en particulier en France, Hubert Védrine, qui était secrétaire général de l'Élysée à l'époque où François Mitterrand finissait son 2e mandat, qui visiblement a joué un rôle extrêmement important à cette époque où le président était malade et on peut même dire quasiment agonisant. Et Hubert Védrine dispose de réseaux très très importants à la fois dans les médias et dans le système politique pour faire prévaloir des thèses typiquement négationnistes, et il est relayé aussi par l'association France Turquoise qui représente un certain nombre de hauts gradés français ayant participé au Rwanda à l'opération Turquoise entre fin juin et fin août 1994. Ces gens, ils ont des relais. Il existe des journaux qui ne diffusent que leurs thèses. Par exemple, le journal Marianne, qui répète constamment les propos provocateurs et haineux d'une journaliste canadienne qui s'appelle Julie Revers, ou encore de Charles Onana et d'autres. Et heureusement, en France, on peut dire que la majorité des médias restent sur des positions honnêtes et clair sur la vérité du génocide. J'en veux pour preuve, par exemple, que l'horrible documentaire britannique Rwanda's Untold Story n'a jamais été diffusé sur les chaînes de télévision françaises malgré les efforts considérables de ses promoteurs, et que le livre de la journaliste canadienne Julie Revers n'a pas encore trouvé d'éditeur en France malgré ses recherches depuis plus d'1 an, parce que pour l'instant, les éditeurs n'en veulent pas. Ils considèrent ce texte comme absolument révoltant. Donc, il y a des raisons de penser que le combat est loin d'être perdu en France, grâce aussi à des initiatives comme celle d'Alain Gauthier et de son groupe, parce que les décisions de justice qui sont prises constituent également une pédagogie très très importante pour faire comprendre aux Français ce qui s'est vraiment passé. Je voudrais quand même dire que notre principal ennemi, en quelque sorte, ce n'est pas telle ou telle personne, c'est le racisme. Aussi bien le génocide contre les Tutsis était l'expression d'un racisme largement interne au Rwanda, aussi bien le manque de compréhension de cette tragédie tient à un racisme un peu général, notamment dans le monde occidental,
qui considère, comme l'a dit, paraît-il, François Mitterrand en 1994, en Afrique, un génocide, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qu'on voit, c'est que les gens qu'on fréquente, des amis, des personnes qui pourraient s'intéresser à cette tragédie, ont toujours des présupposés idéologiques et une sorte de racisme un peu insidieux permanent, considérant que des Africains ne peuvent pas commettre un génocide parce qu'ils ne seraient, par exemple, pas assez méchants, pas assez cyniques, pas assez cruels. Or, on constate exactement l'inverse. Par exemple, les génocidaires avaient quasiment pris le contrôle du tribunal pénal international d'Arusha dans des conditions qui auraient pu faire des envieux chez les nazis s'il n'y avait pas ce télescopage de date. Les nazis, quand ils ont été jugés à Nuremberg, n'ont jamais osé prétendre que l'extermination des Juifs n'avait pas existé, que les massacres massifs n'avaient pas existé, etc. La défense des génocidaires devant le TPIR a été beaucoup plus brutale et frontale. Et si on dit qu'ils ont pris largement le contrôle de ce tribunal, beaucoup de gens le disent, à commencer d'ailleurs par le procureur Martin Ngoga, qui était, en tant que représentant du Rwanda à Arusha, le mieux placé pour le voir. C'est quelque chose qui a été une occasion perdue pour que la justice internationale fasse œuvre de pédagogie, sans doute parce que les premières années ont été erratiques. Les premiers recrutements au tribunal pénal international n'ont pas, disons, obtenu les personnels de qualité qu'on exigeait et qu'il a fallu au moins 7 ou 8 ans pour que le tribunal se mette vraiment au travail. Alain Gauthier, vous qui êtes du collectif des partis civils pour le Rwanda, vous militez pour la justice, notamment en France, notamment pour ce qui est des responsables du génocide qui sont présents sur le sol français. Dupaki vient de citer l'exemple du tribunal international pour le Rwanda qui était basé à Arusha. Mais lorsqu'on regarde tous vos discours au cours de ces 26 dernières années, c'est que les choses n'avancent pas à la même vitesse en France. Oui, mais c'est vrai que la justice française a mis très longtemps à se décider à poursuivre les génocidaires. Au tout début, les premiers juges d'instruction qui ont été nommés n'avaient aucun moyen pour aller investiguer sur place. Et on peut dire que la justice a véritablement commencé avec la création du pôle crimes contre l'humanité au tribunal de grande instance de Paris le 1er janvier 2012. Donc, la justice a perdu beaucoup de temps et il est indéniable que de nombreux freins politiques ont empêché cette justice de fonctionner. Quand on s'adresse aux responsables politiques, aux différents ministres de la justice, ils répondent toujours qu'ils veulent que les génocidaires soient jugés, mais si on ne donne pas à cette justice les moyens de faire le travail d'investigation en particulier, si on ne donne pas suffisamment à cette justice de juges d'instruction capables de se rendre au Rwanda, eh bien la justice n'avance pas. Alors, depuis 2012, les juges d'instruction se rendent fréquemment en commission rogatoire au Rwanda. Là, ils auraient dû s'y rendre, je crois, au mois de mai, mais malheureusement, bien évidemment, leur déplacement sera retardé, ce qui laisse supposer aussi que les procès qui étaient prévus, en particulier le procès qui était prévu en septembre contre Claude Moaïmana, risque bien d'être retardé. Donc, nous ne cesserons jamais de dire, nous ne cesserons jamais de dénoncer les lenteurs de la justice quand on comprend que la mémoire des rescapés défaille, et plus on attendra, eh bien, moins on aura l'occasion de recueillir des témoignages sur les crimes qui ont été perpétrés. Donc, ces procès-là sont véritablement indispensables pour les rescapés, pour les victimes, auxquelles, bien évidemment, en cette période de commémoration, nous pensons beaucoup, et nous mettrons tous nos efforts dans la limite de nos forces personnelles, pour que
cette justice soit rendue. Est-ce que vous vous dites que justement ce courant ou cette idéologie génocidaire, peut-être également ce négationnisme croissant ou qui a plusieurs formes aujourd'hui, a-t-il quelque chose à voir avec ce qui se passe au niveau de la justice, Monsieur Alain? Ah, bien sûr que toutes les thèses négationnistes ou révisionnistes, Jean-François Dupaquier l'a dit, toutes ces thèses-là, elles marquent les esprits, elles marquent la pensée des citoyens français. Donc, il est évident que la justice elle-même souffre de cette négation. Jean-François a aussi insisté sur le rôle des médias, des réseaux sociaux en particulier. Il faut voir en cette période en particulier comment tous les tenants du négationnisme, et on en trouve beaucoup en Europe, en France, en Belgique, ce sont des fils de génocidaires, des anciens des différents régimes politiques de Kayibanda et Abiyalimana. Il faut voir comment ces gens-là se déchaînent pour attaquer le travail que l'on peut faire. On en arrive à être menacé, même de mort, pour tenter de faire passer devant la justice tous ceux qui ont participé ou sont susceptibles d'avoir participé au génocide. Donc, c'est vrai que nous, on s'intéresse à la justice, mais justice et négationnisme, justice et mémoire vont ensemble. Laisse-moi passer un peu à l'autre Alain Didinchut qui est avec moi ici. Alain, vous êtes jeune, vous avez parlé de votre travail, vous avez milité pour que reconnaissance soit faite par rapport à l'histoire du génocide perpétré contre les Tutsis en France et même en Occident d'une manière globale. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux où la communication aujourd'hui se fait, positive ou négative, se fait par le biais des réseaux sociaux. Est-ce que vous vous dites que si les réseaux sociaux également influencent négativement par rapport à cette idéologie génocidaire et même à ce négationnisme? Bien évidemment, je ne dirais pas que les réseaux sociaux influencent. Les réseaux sociaux sont utilisés négativement par les négationnistes, évidemment. Et la difficulté, c'est que, on a parlé tout à l'heure de la sanction du négationnisme. La difficulté, c'est de trouver, en fait, l'auteur du négationnisme ou le localiser. Si une personne s'installe dans un cybercafé quelque part, il crée un pseudo et puis il poste un post négationniste, c'est très difficile de le dénicher, de savoir où est-ce qu'il est. Donc oui, effectivement, on peut dire que les réseaux sociaux sont au service du négationnisme dans ce sens-là, quand ils sont utilisés par les négationnistes, et c'est une arme efficace pour les négationnistes. Et cette arme-là, on ne peut pas aujourd'hui dire que la même arme peut servir également à faire connaître la vérité ou peut-être à démasquer certaines faces ou certains visages derrière ces pseudos. Bien sûr, évidemment. C'est pour ça que nous aussi, ceux qui travaillent sur la question de la mémoire du génocide des Tutsis, les historiens, les chercheurs aussi utilisent tous les moyens possibles, les publications, les recherches scientifiques, les publications dans les revues, mais aussi les publications sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose qu'on fait. Malheureusement, le négationnisme se régénère. Le négationnisme a vraiment le nerf solide. Je pense qu'on parle du négationnisme, hein, mais il convient d'expliquer à ceux qui nous écoutent qu'est-ce que c'est le négationnisme. Voilà, je pense que c'est très important de le dire. Le négationnisme n'est pas, c'est pas faire de l'histoire, contrairement à ce que prétendent ceux qui le font. C'est pas faire de l'histoire, c'est pas une opinion, c'est pas votre opinion contre la mienne, parce que
Le génocide, c'est un crime contre l'humanité. C'est un crime pénal, donc c'est un crime, donc c'est sanctionné pénalement. Et donc, ce n'est pas votre opinion contre la mienne. Le négationnisme, c'est tout un système de pensée qui est fondé fondamentalement sur le racisme, comme l'a dit Dupaquier. En l'occurrence, dans le cas d'espèce, c'est la pensée anti-Tutsi. Il ne faut pas chercher autre chose. Donc, ceux qui vont vous faire croire que, ah non, on vous a menti, on vous raconte une histoire officielle, il y a d'autres opinions. Il n'y a pas d'opinion, il n'y a pas d'histoire officielle, il n'y a que de l'histoire. Et, Monsieur Dupaquier, vous qui faites de la recherche, effectivement, vous vous dites aujourd'hui les consommateurs, parce qu'il faut dire également que les réseaux sociaux, ou en tout cas beaucoup de gens aujourd'hui vont puiser les informations et même l'histoire à travers les réseaux sociaux. Vous vous dites, vous qui écrivez des livres, vous qui faites de la recherche, est-ce que vous dites également que vos publications, vos recherches s'adaptent aujourd'hui à ce mode de communication aujourd'hui qui est les réseaux sociaux et d'autres plateformes qui vont dans le même sens? Je dirais que les réseaux sociaux, c'est l'immédiateté des choses. C'est ce qu'on dit sans penser à ce qui s'est passé hier ou avant-hier. Ce qui compte pour combattre le négationnisme, c'est de rappeler l'histoire, faire comprendre tout ce qui s'est passé avant. Quelles sont les racines du mal? Pourquoi les choses se sont passées de telle façon? Et plus le temps passe, en réalité, mieux on comprend un génocide. C'est une sorte de caractéristique spécifique du génocide, c'est que loin de s'effacer, c'est une sorte de blessure qui ne cesse de s'ouvrir, de s'approfondir. Donc, face au négationnisme, nous avons la capacité de toujours aller plus loin dans la compréhension de la tragédie et la compréhension du racisme. Je crois que c'est une chose qui est très très importante. Il ne faut pas se décourager, il ne faut pas se limiter au combat, disons, superficiel contre des petits négationnistes qui ne comprennent rien, qui ne savent rien, et la plupart d'entre eux n'ont jamais mis les pieds au Rwanda, ce qui est quand même déjà totalement ridicule. Mais il faut rester, disons, serein et continuer à creuser, à comprendre, à expliquer, parce que les racines du mal, elles n'ont pas toutes été extirpées. Au contraire, elles ne demandent qu'à repousser. Bon, il faut creuser pour aller chercher toutes les racines. Et aujourd'hui, lorsque vous dites qu'il faut creuser pour faire comprendre à qui, parce qu'aujourd'hui, le monde est divisé entre deux générations. Il y a la jeune génération qui arrive, qui a besoin de connaître l'histoire, mais également une partie des adultes ou d'un certain âge qui peut-être ont mal compris ou ont compris de travers l'histoire. Quelle est votre audience aujourd'hui? Vous dites les efforts, nous allons les consacrer pour telle ou telle autre audience. Écoutez, traiter d'une audience générale, ça me paraît extrêmement difficile. On essaye d'atteindre un public qui est déjà, disons, relativement sensibilisé à cette tragédie. Et puis, derrière, il y a des vulgarisateurs. Donc, les messages, ils suivent leur cours autant que possible. C'est vrai que moi, par exemple, je suis un journaliste de presse écrite. Et je sais bien qu'un message télévisuel, un site internet, ça a du poids. Et moi, par exemple, j'écris aujourd'hui sur le site Afrique Arabia, et en ce moment, je rédige d'ailleurs une série sur le nouveau négationnisme pour montrer, encore une fois, que tout ceci n'est pas une histoire d'aujourd'hui, c'est une vieille histoire, et que tous les éléments de la conspiration du génocide, les éléments de la haine, de la violence généralisée, de la violence de masse, on les comprend si on va chercher loin dans le passé. Et il y a toujours des gens qui sont prêts à entendre ce genre de discours, à condition qu'on essaye de bien l'expliquer et qu'on ne croit pas que c'est acquis d'avance, parce que ça n'est pas du tout le cas. Pour Alain Gauthier, récemment, il y a eu un colloque au niveau du Sénat français où on a eu des invités venus de 4 coins du monde. On a eu des Africains, on a eu des hommes politiques en Afrique. Certains
qui sont vraiment connus, d'autres qui sont venus, mais ça a suscité un mécontentement et les organisations qui militent pour la reconnaissance justement du génocide perpétré contre les Tutsis et qui se battent contre le négationnisme. Les gens se sont dressés contre ce colloque. Vous pouvez peut-être nous dire, vous qui étiez en France ou qui êtes en France, qu'est-ce que vous reprochiez à ce colloque qui, l'intitulé était l'histoire politique de la région des Grands Lacs, mais vous avez dénoncé ça. Oui, nous avons dénoncé ça comme beaucoup d'autres ont pu le faire et à juste titre. Ce colloque, alors je suis peut-être pas le mieux placé pour en parler puisque vous devez savoir qu'on m'a refusé de pouvoir y participer. Ce colloque avait comme titre Afrique des Grands Lacs, 60 ans de tragique instabilité. Et c'est vrai qu'on a retrouvé à ce colloque toujours les mêmes personnages. On a parlé d'Onana, on a parlé de Judy Rever, il y avait bien sûr aussi Védrine, les militaires turquoises, encore Jean-Marie Vianney Ndagijimana, ancien ambassadeur du Rwanda en France, ancien ministre des Affaires étrangères, bon, toute une flopée de personnalités qui sont connues dans le monde de la négation. Il est normal que ce colloque ait déclenché une vague de protestations. Vous savez, c'est pas la première fois que le Sénat autorise l'organisation de colloques au sein de son administration. En 2002, déjà, nous avions eu un colloque tout à fait semblable qui s'appelait Demain le Rwanda et dans lequel on retrouvait déjà Onana, Biloa, etc., tous ces personnages. Alors, quand on proteste auprès du responsable du Sénat, du président du Sénat, la réponse a toujours été la même. Ce n'est pas le Sénat qui organise. Nous ne sommes pas responsables de ce qui est dit. Donc, les protestations sont complètement rejetées. Pour pouvoir organiser un colloque au Sénat, il suffit d'avoir le patronage d'un sénateur. Et cette année, il y en avait deux, je crois, en particulier un sénateur, les Républicains, Gérard Longuet, et il a suffi qu'ils obtiennent ce patronage pour pouvoir organiser ce colloque de la honte. Donc, chaque fois que le Sénat ou une instance officielle essaieront d'organiser de tels colloques, bien évidemment, ils nous trouveront sur leur route, mais vous voyez bien que ça n'a pas beaucoup d'efficacité, puisque de toute façon, ces colloques se tiennent tout de même au sein du Sénat. Donc, nous continuerons à dénoncer ce qui se passe là, ce qui se dit là dans cette enceinte, mais nous savons que ça recommencera sans aucun problème. Monsieur Dupaquier, vous avez un mot à placer par rapport à ce colloque qui, notamment, a été dénoncé par des organisations et des gens comme vous. Vous, personnellement, qu'est-ce que vous reprochez à ce colloque? Alors moi, j'ai obtenu très difficilement de pouvoir rentrer dans ce colloque après qu'on m'ait refusé l'entrée. On avait autorisé l'entrée que des journalistes négationnistes comme Marie-Roger Biloa. On la connaît dans ses œuvres depuis 26 ans. Comme Charles Onana, comme un autre journaliste qui est le petit-fils Bonimoutois, je crois, etc. Et ce qui m'a vraiment choqué dans ce colloque, c'est la 4e fois que le Sénat français organise des colloques négationnistes. Ça suffit. On estime que ça a trop duré et je pense que la protestation ne va cesser de s'amplifier. Peut-être qu'il n'y en aura pas d'autres, on peut l'espérer. Ce qui m'a vraiment choqué, c'est l'intervention de deux orateurs qui n'étaient pas annoncés, qui sont Adolphe Mouzito et Martin Fayoulou. Et Martin Fayoulou a tenu des discours anti-Tutsi complètement, j'hésite pas à le dire, hystériques, qui nous rappellent les discours qu'on pouvait entendre à l'RTLM ou lire dans Kangoura. C'est terriblement choquant. On a compris qu'en fait, derrière les négationnistes habituels, il y avait des activistes de République démocratique du Congo qui cherchent à rallumer la guerre avec le Rwanda, mais surtout, et c'est beaucoup plus grave encore, parce que ça c'est un fantasme, qui cherchent à rallumer une guerre ethnique en RDC au détriment des Banyamulenge. Et tous ces gens-là tiennent vis-à-vis des Banyamulenge le discours que les extrémistes génocidaires rwandais tenaient contre les Tutsis. C'est vraiment totalement scandaleux. On peut trouver
totalement inadmissible que le Sénat français donne une sorte de caution à Martin Fayoulou. Je signale que le discours de Fayoulou, qui bien sûr a été posté sur les réseaux sociaux, a été vu par plus de 100 000 personnes. On voit bien que l'intention de ceux qui ont organisé ce colloque, c'était de provoquer à nouveau le chaos dans la région des Grands Lacs. C'est assez cynique quand on voit l'intitulé de ce colloque et totalement inadmissible. On a compris votre position. Peut-être aussi pour terminer, Alain, tout à l'heure on parlait, vous étiez très optimiste par rapport au discours politique qui se tient en France. Vous avez cité l'exemple de Madame Hidalgo, la maire de Paris. Vous avez cité Emmanuel Macron, le président de la République. Mais là, nous parlons des hommes politiques. Nous sommes au Sénat où se passe ce colloque. C'est pour la 4e fois, ça a été dit. On s'est dit, on a d'une part les gens qui se rangent vers l'avancée, qui avance vers la reconnaissance, et peut-être une autre partie également qui voit les choses autrement. La France, c'est un pays très intéressant sur ce point de vue. Vous avez, comme je l'ai dit, un discours politique qui a évolué positivement, mais vous avez également un Sénat qui est quand même une institution très importante de la République française, qui organise continuellement les colloques négationnistes, ou qui reçoit les colloques négationnistes. Et le Sénat est entièrement responsable de ces colloques-là. Le Sénat ne peut pas se cacher derrière la liberté d'expression ou la liberté des sénateurs d'organiser ce genre de colloques. Et je tiens à rappeler quand même, par ailleurs, qu'il est impensable d'imaginer que le Sénat français puisse accueillir un colloque négationniste sur la Shoah ou sur le génocide des Arméniens. Là encore, ça montre le malaise de la France à l'égard de l'histoire du génocide des Tutsis, ou même sa position sur la question. Je pense qu'il y a beaucoup à dire et surtout beaucoup à faire par rapport à l'histoire et surtout à la reconnaissance des faits. Aujourd'hui, 26 ans après le génocide perpétré contre les Tutsis, le travail, il y a plusieurs défis qui sont encore sur le chemin de la reconnaissance de ces génocides et surtout de l'implication de plusieurs acteurs, aussi bien à l'interne qu'à l'externe. Voilà la fin de notre émission majuscule propos de ce soir. J'ai tout le plaisir de dire, et surtout toute la reconnaissance et la gratitude de dire merci à Alain Gauthier qui est du collectif des partis civils pour le Rwanda, et surtout à Jean-Jacques Dupaquier qui est historien et journaliste, grand reporter. Merci monsieur. Merci. Merci également à Alain Ndilinchouti qui est ancien vice-président de Ibuka France, et surtout merci à vous tous qui nous avez suivis. Restez bien fidèles au programme de la télévision rwandaise. Je m'appelle Edith Sabiti. Je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Au revoir. Muraho, nitwa Aisa Kiza, ndi umunyamakuru. Muri iki gihe dukomeje urugamba rwo kwirinda ikwirakwira rya coronavirus cyangwa se COVID-19, kimwe mu byo mbashishikariza no gukomeza kwirinda guhererekanya amafaranga mu ntoki, kubera ko ni kimwe mu bishobora gutuma mushobora kwandura mu buryo bworoshye. Ni byiza ko wakoresha uburyo bw'ikoranabuhanga igihe cyose ugiye kwishyura, yaba ari ikintu uguze mu iduka cyangwa se indi serivisi ushaka cyangwa se umuntu ugiye guha amafaranga. Ndagushishikariza kandi kudakomeza kumva amakuru y'impuha, yaba aranyanyura ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se ayo umuntu ashobora kuba yakubwira. Amakuru y'ukuri atangwa na Minisiteri y'Ubuzima. Nidukomeza urugamba rwo kurwanya iki cyorezo, tuzagitsinda.